sujet de l'émission. Jingle. Non, c'est pas vrai, il n'y a pas de jingle, c'était histoire de mettre un peu le feu à la régie. Et ce soir, on ne va pas parler de mes Knicks. Je suis un peu déçu parce que c'est l'équipe en forme. Let's go, Knicks. Tiens, baise les Knicks. Voilà, on va parler des Celtics. Hier soir, Jason Tatum a mis 60 points. Tutur, je te lance direct. Est-ce que tu as vu cette performance incroyable de notre ami Jason? J'ai vu ça au réveil, j'ai vu que les réseaux sociaux s'affolaient sur la perf de notre ami Tatum. Je suis direct allé regarder les stats pour voir un petit peu le volume de tir, voir un petit peu la répartition. 37 tirs. Bon, c'est beaucoup, mais en fait, quand tu vois le contexte du match, le fait qu'il y ait une prolongation, c'est tout à fait logique. Et puis, 17 lancers francs, donc beaucoup d'agressivité. Franchement, c'est une performance énorme. Voilà, peut-être qu'il y a 5 minutes de temps de jeu de plus, mais aujourd'hui, mettre 60 points, ça reste quand même une marque très forte dans la ligue et dans une carrière. On sait qu'aujourd'hui, avec le fait qu'on soit sur un basket hyper offensif, qu'il y ait des gros scoreurs, des gros shooters, des joueurs qui prennent un volume de lancers francs important, des fois ça s'arrête à 45, 50. Là, 60, c'est quand même bien plus, donc bravo à lui. Il égale le record de franchise détenu par... je crois que c'est pas Larry Bird qui a... Tout à fait, si 60 c'est Larry Bird. Ok, d'accord. Et ensuite, c'était McHale avec 53. Ok. 52, 53, je ne sais plus. 54, je ne sais plus. Donc, il n'y avait pas, comme il s'appelle... Jaylen Brown, ce qui peut expliquer aussi cette énorme perf. Jaylen Brown jouait 44 minutes. Bonne info. C'est Jérôme Brown en fait. Jérôme Brown. 44 minutes. Ah ouais, 5 sur 24. Il est passé complètement traviole. Autant pour moi. Un petit mot sur la saison de Jason Tatum. J'ai vu dans une émission avec notamment Allen Iverson et Stephen Jackson, qui est une très bonne émission, et comme il s'appelle, l'ancien des Lakers là, qui a mis le ballon dans la gueule à Kobe. Il est tard, je perds mes mots. Le ballon je sais pas de qui tu parles. Quand il était au Magic, Matt Barnes. Ouais, Ron, il va falloir s'y mettre. C'est très bonne émission. Il parlait de Jason Tatum et Allen Iverson disait waouh. Il semblait impressionné par ce qu'était capable de réaliser Jason Tatum. Est-ce que c'est votre cas? Écoute, en fait, moi ça m'impressionne, mais après les attentes qu'il y a autour de ce joueur, que ce soit en NBA, pour beaucoup d'observateurs et pour beaucoup de fans, elles sont hyper hautes. Donc je vais pas dire que c'est logique, mais c'est pas non plus déconnant. Donc voilà, moi c'est bien ce qu'il fait, c'est bien ce qu'il est capable de faire. Il a beaucoup d'expérience parce que dès sa première année, il est arrivé en finale de conférence. Mais voilà, je trouve qu'il est il est là où on l'attend. Ouais, il est là où on l'attend, je trouve, personnellement, sur son niveau de jeu individuel. Après, voilà, c'est quand même sa quatrième année cette année. Et puis, on attend les playoffs pour voir ce qui va se passer. Moi, le truc, c'est que je repense un peu au match d'hier. On voit ce dont il est capable, en fait, sur des séquences, d'être un joueur extraordinaire en attaque, d'être, tu sais, ce type de mec qui... Parce que hier, les Celtics sont menés de 20 points. On l'a pas dit, on n'a pas parlé du match, mais les Spurs font un super match au TD Garden et grâce à Jason Tatum, ils font un comeback complètement fou dans le quatrième quart. Jason Tatum est capable sur des enchaînements dans les ISO, sur des feintes. On le voit de plus en plus tenter des tirs de très très haut niveau, Kobe-esque, j'ai envie de dire, capable de prendre une équipe et de la ramener et de la faire gagner. Ça, on est d'accord. On sait qu'il est capable d'assumer son rôle pendant les playoffs. On se souvient de cette joute face à LeBron il y a quelques années. Maintenant, il ne fait pas encore partie du top. Moi, le top, en fait, c'est le gars, tu le mets dans une équipe. Si l'équipe n'est pas incroyable, quoi qu'il arrive, il t'amènera top 4 dans sa conférence. Et Jason Tatum, aussi fort soit-il, il est très fort, il est dans le temps de passage, j'ai aucun souci. Ce qui va lui permettre de rentrer dans cette caste où il n'y a que LeBron, KD, Kawhi ou Steph Curry. Et allez, même James Harden, je pourrais le mettre. Steph Curry ? Bien sûr. Mais là, cette saison, il y a un autre débat, mais depuis 10 ans. T'as dit top 4 à l'Est, top 4 oui, dans sa conférence. Après, quand tu joues avec 6 joueurs, c'est difficile d'être... ils t'ont appelé pour jouer, hein. T'aurais pu dire oui, gros. Ils sont tellement rincés. Tu sais que j'allais la faire cette blague, et c'est là que je me dis que ça fait très longtemps qu'on travaille ensemble quand tu commences à faire mes blagues. Tout à fait, c'est vrai, tu as raison. Et Thomas, mais je t'aime, bébé. J'ai la nuque qui frétille. Donc voilà, il fait pas encore partie de ce, tu sais, c'est normal, il est encore jeune. Mais tu sais, on l'attend à un très haut niveau. Il l'est déjà. Oui, mais est-ce qu'on l'attend à être dans l'élite plus bien sûr. de ces quatre là, au niveau de LeBron, KD. Non, je vous pose la question. Oui, quand tu joues au basket, tu sais que t'es un leader, que tu fais une finale de conférence à 20 ans, tu penses qu'il a ça, il est archi jeune encore, hein, tu penses qu'il a ça en lui, toi, de pouvoir être vraiment ce franchise player qui te fait gagner un titre? Je sais pas, est-ce que tu vois, à son temps de passage, les joueurs dont on a parlé, sauf Kawhi qui était dans un contexte un petit peu particulier chez les Spurs, est-ce que tu vois KD et LeBron, quand ils avaient déjà 4-5 ans de NBA,
le niveau était peut-être pas un petit peu plus haut, non? Si, peut-être. Mais il n'empêche que chacun fait sa carrière, chacun Bien sûr. a sa manière de vivre son journey. Jason Tatum est amené à faire partie du top 5 NBA. Il est amené. Maintenant, est-ce qu'il va réussir à y aller? C'est un autre débat. Mais en tout cas, au vu des qualités aussi jeunes, moi, je serais dommage de ne pas y croire. Moi, je prends le contexte quand même. Il a déjà de l'expérience. Tu l'as dit. Il met des cartons individuels qui montrent que ça peut être un mec, certains soirs, indéfendable. Et ça, on se souvient, Kobe, Jordan, LeBron, KD, Harden, c'est des mecs, tu sais qu'il y a certains soirs, tu peux faire ce que tu veux, il va te faire la misère. Et hier soir, ça a été le cas face aux Celtics. Maintenant, il est dans la bonne franchise, même si on y reviendra tout à l'heure. Je trouve qu'il va falloir quand même repenser un petit peu certaines choses, mais il est quand même dans la bonne franchise, historique. Il a, pour l'instant, honnêtement, c'est un début de carrière pour lui quasiment idéal. Et en plus, il est en avance sur pas mal de choses parce qu'il a un lieutenant de très haut niveau aussi avec lui, qui est un bon défenseur, qui est un bon scoreur et avec qui ça semble plutôt bien matché. Donc moi, tout ça, pour moi, ça me dit que ce mec-là, oui, peut ramener non seulement les Celtics au très haut niveau, mais peut s'inscrire comme un top 3, top 4 joueur de la Ligue. Vraiment, je le vois vraiment comme ça. Maintenant, la réalité, c'est que lui progresse individuellement. Mais par contre, quand je vois la saison des Celtics cette année, je me pose des questions. Pas que sur lui, mais je me pose des questions sur... C'est pas normal qu'avec un joueur qui progresse individuellement, collectivement, l'équipe progresse pas comme ça. Oui, mais ça s'explique parce que tu vois, quand on cite LeBron, par exemple, LeBron, on aime bien dire que c'est un système à lui tout seul. Tatum, il n'est pas capable encore d'être, tu sais, ce mec omnipotent à qui tu donnes tous les ballons et il va faire jouer un collectif et gagner des matchs. Aujourd'hui, Tatum, c'est une arme offensive incroyable, beaucoup d'isolation, qui va surtout provoquer et jouer pour lui. Et c'est là où LeBron fait toute la différence avec les méga superstars, mais c'est un peu bête de comparer Tatum à LeBron finalement parce qu'il en est encore un peu loin. Non, mais autant de passages. On peut tu vois. Oui, bien sûr. Cette dernière année, LeBron, il est en finale avec une équipe rincée. Pavlovic, voilà, et Bobby Gibson, ça c'est sûr. Mais moi, les comparaisons, c'est bien. J'aime beaucoup les comparaisons, mais les comparaisons pures et dures où on prend l'année, l'âge. Des fois, c'est ridicule. Des fois, c'est un peu ridicule. Voyons un petit peu plus loin. C'est cool les comparaisons. Faut-il encore leur rendre hommage? Je vais rendre hommage à notre premier auditeur de la soirée. C'est Thibaut, qui, je ne sais pas s'il est fan des Celtics. En tout cas, il est inquiet pour les Celtics et de leur défense pour les futurs playoffs. Donc, on imagine qu'il est fan des Celtics. Bonsoir Thibaut. Salut les gars. Ça va? Salut. Ça va. Ouais, un peu fan des Celtics, mais bon. Alors, on m'a dit que tu étais inquiet pour cette défense des Celtics à ce point-là. Ah bah carrément, quand on voit le match d'hier soir, on voit qu'il y a le match un peu par leur attaque et que c'est surtout parce que les Spurs en fin de match sont moins forts en attaque qu'ils arrivent à gagner. En défense, on voit il y a clairement pas d'envie. À part Smart et Tatum, je trouvais qu'il y avait très peu d'envie en défense et comme Tatum était en très très grande forme, ils ont réussi à les ramener. Mais bon, quand on voit avec un déficit de 32 points c'est pendant 32 le points, match, j'ai dit 20, T'as dit 20, ouais. 32 points. 32, ouais. 32 au maximum. Donc ils ont été à réaction. De toute façon, quand on voit l'ampleur du score, 140-143. Ouais. Prolongation, après. Est-ce que les gars, vous partagez un peu les inquiétudes de Thibaut sur sa défense des Celtics? C'est pas une défense, c'est une défense moyenne de NBA, pas une bonne défense. Est-ce qu'ils n'ont pas le matos? Est-ce qu'ils ont pas le matos Tout à l'heure, on va parler des Blazers. Les Blazers au rating sont 29e. Les Celtics, eux, sont 14e. Donc c'est une défense moyenne dans ce qui, quand on dit moyenne, c'est vraiment moyen. Ils peuvent avoir des bons moments défensifs, 6 mètres, avoir grâce à Marcus Smart un vrai leader et que tout le monde se mette au diapason, mais ils n'ont pas. Ils ont même un peu perdu en fait cette culture défensive avec le temps. Et après ça s'explique. Pour avoir une bonne défense, vaut mieux avoir un pivot intimidateur. Là aujourd'hui, c'est Tristan Thompson, Robert Williams. C'est un peu l'éternel débat du côté de Boston. Je suis assez d'accord. Sachant qu'à leur Ford faisait le taf. Après, on peut avoir des frustrations quand tu vois quand même le roster. Tu vois des Jaylen Brown dont tu as parlé tout à l'heure, Marcus Smart, même Jason Tatum, ça reste des athlètes les gars, tu vois. Et au moins sur les défenses, sur les pick and roll, sur les backups, sur les combos adverses, ils pourraient avoir un petit peu mieux. Et 14e défense, ça reste moyen. Ouais. Et justement. Arthur, t'en penses quoi on dit que Smart c'est un très très bon, un des meilleurs défenseurs sur les postes extérieurs de la ligue. T'en penses quoi que sur certains matchs, il fait clairement la passe et il fait pas le poids face aux autres guards? Quand tu dis aux autres gardes, c'est-à-dire
Sur certains matchs, je sais plus contre qui. Il me semble que c'est sur un match des Nuggets où il y a une séquence où il défend sur Jamal Murray et on voit il a clairement pas l'envie. Enfin, sur certains matchs, il fait l'impasse et il va pas défendre. Alors tu comme vois, il pourrait le faire. j'ai l'impression que les impasses dont tu parles, des fois, c'est pas que des impasses en défense, mais tu sais, c'est des trous d'air qu'il a de manière générale. Il y a un match, il y a 1 ou 2 semaines où le gars, il est à 0, il a 1 sur 8 à 3 points, il continue d'arroser, et tu vois, j'ai l'impression que c'est des manques de lucidité et qui ne sont pas que en défense, tu vois. Donc là, sur le match dont tu parles, c'est peut-être caractérisé sur la défense, mais je trouve que de temps en temps, il a des petits trous d'air. Après, il n'empêche que quand il est en mode, ça reste quand même très très compliqué parce qu'il est vif sur ses appuis et surtout il est très dur. C'est un rock. Il est Les malin gars, aussi. il est malin aussi. Il est malin. Et puis en plus, il est tellement. Il a tellement cette réputation de défenseur, les arbitres savent qu'il est dur et en fait finalement il le laisse jouer et il ne donne pas toujours la faute aux attaquants parce qu'on sait qu'il y a quand même un client en face. Thibaut, j'avais une question, et Thomas aussi, je vais te la poser, et Arthur, de toute façon, autant partager. Est-ce que le fait que les Celtics soient une défense moyenne, c'est pas aussi une cause directe à l'éclosion de Jason Tatum, qui a pris complètement le leadership de cette équipe? Jalen Brown est un numéro 2. Et le fait que ça soit... Tatum est un attaquant avant tout, qui prend des gros tirs, qui met beaucoup de points. Est-ce que le fait que ton leader, ton franchise player, soit ce type de joueur qui vit par, tu dis, des shoots kobiesques, stylés, qui met des gros cartons comme ça, est-ce que des fois, tu te laisses pas porter par ce joueur-là en oubliant l'essence même de défendre? Moi, en tout cas. C'est compliqué à dire, hein, mais ouais, comme tu dis, Tatum, c'est un joueur énormément porté sur l'attaque. Mais je veux dire, quand on voit le match d'hier, quand ils ont l'envie, ils peuvent être énormément présents en défense. Et ouais, c'est juste pour moi un problème d'envie et pas juste se reposer sur Tatum en attaque. Ouais, je te rejoins. Après, il y a... Comme on l'avait bien souligné l'année dernière avec les Sixers, la construction de l'équipe autour de la star est hyper importante. La réalité aussi des Celtics de cette année, c'est qu'on peut citer des mecs un par un et tomber sur des gars. J'ai quand même la sensation que les Celtics sont soit à la fin d'un cycle, soit ont du mal à débuter le cycle d'après. L'après Kyrie et tout ça. Donc le choix de Kemba Walker, ils ont été touchés par les blessures et par le Covid, donc forcément ça retarde beaucoup de choses. Danny Ainge n'arrive pas à trouver son grand. Alors là, j'ai vu, je regardais dans le chat, beaucoup de gens aiment beaucoup Robert Williams. Absolument, c'est un joueur avec des qualités et sans souci. Le truc, c'est que quand tu as des attentes et des espoirs de titres, parce que Boston se doit d'être parmi les meilleures équipes au monde de la conférence Est, eh bien tu dois d'avoir des joueurs solides titulaires. Robert Williams, est-ce que c'est un titulaire de NBA aujourd'hui? Non. Donc pas pour les ambitions. Oui, pas pour les ambitions. Pas pour les ambitions. On a souvent souligné les qualités de GM de Danny Ainge, de tenter des coups. C'est vrai que faire venir Kyrie à l'époque, c'était un bon coup. Avoir des tours de draft. Avoir des tours de draft. Et ces tours de draft lui ont permis d'avoir Tatum, d'avoir Jalen Brown. Il leur a filé des contrats max, il s'est installé. Maintenant, moi, est-ce qu'à un moment donné, on va avoir le droit de dire « Oh, frérot, tu nous trouves un tonton parce que c'est ça, la pièce manquante de ton puzzle, au lieu de venir de faire des montages avec Kemba, de faire des... » Ils ont pris Tristan Thompson en pensant que ça allait peut-être régler leur problème. C'est une erreur. Justement, Erwan, tu penses pas que Danny Ainge est un peu trop tourné vers, comme t'aimes bien dire, l'orgie offensive et pas justement trouver un tonton en défense qui puisse vraiment faire le taf et juste se reposer sur des gars très forts en attaque? Danny Ainge, un de ses gros coups, c'était quand même d'avoir fait venir Kevin Garnett et qui leur a permis de gagner un titre avec justement un socle défensif incroyable. Danny Ainge, c'est un mec qui a connu Robert Parrish-McHale quand il était joueur aux Celtics, quand il était à Portland, qui fait finale avec Portland. Il a quand même Kevin DeCoeur, c'est des tontons à l'intérieur qui mettent du bois. Alors c'est un autre basket certes, mais il sait que les grands pour défendre, et Thomas l'a justement dit tout à l'heure, c'est archi important. Et on peut dire ce qu'on veut. Quand je vois les finales de conf la saison dernière face au Heat, ils se font désosser par qui? Par Bam Adebayo. Daniel Theis ne tient pas le... Ouais, Daniel Theis, qui est pareil, comme Robert Williams, qu'on aime beaucoup, qui est un vaillant, mais au bout d'un moment, quand je vois les concurrents directs dans la conférence Est des Celtics, c'est Joel Embiid, c'est Giannis, c'est même t'as le grand Brook Lopez, t'as Bam, voilà, Siakam, si on veut même, tu vois, ils ont pas de gars pour s'envoyer sur des mecs comme ça. C'est vrai qu'ils ont pas de poste 4. Donc au bout d'un moment, que ce soit le poste 4-5 même, leur raquette, elle est trop faible pour trop limitée. Trop limitée. Et j'ai l'impression qu'ils n'arrivent pas à trouver de solution, ou alors pire que ça, si c'est juste pas trouver une solution, les solutions elles risquent d'arriver.
mais j'ai l'impression qu'il croit en ce système de jouer très petit avec une orgie de points, et ça m'inquiète un peu plus. Et il y a Andy qui dit, je pense que les Celtics voulaient, dans le chat, qui voulaient André Drummond, et il y a Bruno qui dit, je préfère 10 fois Robert Williams que André Drummond. Ça se tient, oui. Hier, là, quand LeBron lui fait la passe, il rate le dunk. Putain, et après, Non, c'est un autre débat. On va en débattre une fois, il est catastrophique. Vraiment, je pensais que ça allait J'attends de voir les playoffs, mais... Moi aussi, je lui laisse encore un peu de temps. On avait un débat sur Twitter avec Thomas il y a quelques semaines, et moi je disais que j'étais optimiste et je pense qu'il va pouvoir s'y mettre, parce qu'en fait, dans le contexte des Lakers, bon bref, c'est un autre débat, s'il s'y met pas avec les Lakers, il s'y mettra jamais, quoi. Exactement. C'est sûr. Thibaut, une dernière question. Comment tu vois cette fin de saison des Celtics, toi? Qu'est-ce que tu imagines pour eux? T'es inquiet par rapport aux playoffs et leur défense? Qu'est-ce que tu imagines comme fin de saison pour nos Greens préférés? Ouais, clairement, j'ai peur pour les playoffs. Quand on voit ce qu'ils ont réussi à livrer l'année dernière, réussir à aller chercher une finale de con, si je dis pas de conneries, je vois clairement pas aller si loin cette année. Hein. Ça va être plus que compliqué. Où faut vraiment avoir une attaque de feu et essayer de s'en sortir en défense. Mais il va falloir montrer beaucoup plus d'envie et donner plus de rythme, je pense. Parce que le match d'hier fait peur dans les premiers instants. Heureusement, ils arrivent à se rattraper, mais bon. Bon, écoute, en tout cas, on va suivre ça. En tout cas, merci de nous avoir appelés, mon frérot. C'était le premier de la soirée pour ce retour des antennes libres. Un plaisir d'avoir tes analyses. Ouais. Merci beaucoup, les gars. Salut. À plus. On a parlé des Celtics, on a parlé de Jason Tatum, un petit peu de Jalen Brown, on a parlé de ce problème de la raquette, même au sens large, de Danny Ainge. Et il y a un Français quand même dans tout ça. Ouais. C'est Evan Fournier. Tutur, qu'est-ce que tu penses de ces débuts difficiles? Question un peu orientée, mais c'est la réalité difficile d'Evan. Alors, c'est vrai que quand tu prends les chiffres, les statistiques, bref, tout ce que tu peux mesurer, les indicateurs, ils sont pas bons pour Evan Fournier depuis son arrivée, que ce soit le ratio victoire-défaite quand il joue, quand il n'est pas là, l'équipe, comment elle se comporte. Malgré tout ça, j'ai envie vraiment d'attendre un petit peu. Pourquoi ? Parce qu'il arrive, c'est compliqué, un trade, c'est jamais facile, surtout en pleine saison, à la trade deadline. Il arrive dans un contexte, au premier match, un peu catastrophique, après il s'y remet. Après, il y a l'histoire du Covid où il rate une dizaine de matchs. Il revient, peut-être un petit peu un manque d'agressivité. C'est une période qui n'est pas facile, je pense, dans une carrière, et j'ai vraiment envie d'attendre, lui laisser un petit peu plus de chance. Je pense que quand Danny Ainge le fait venir, il se dit peut-être pas qu'il va le garder pendant des années, mais qu'au moins pour cette année, c'est un besoin que Evan Fournier, que ce joueur talentueux, en sortie de banc dans ce contexte de Boston, peut apporter des bonnes choses. Donc moi, je suis persuadé qu'il faut lui laisser encore un petit peu de temps, qu'il s'acclimate, que ce soit à la ville, à ses coéquipiers, à ce contexte, à cette franchise, et je suis sûr qu'il va pouvoir faire le taf. Je pense vraiment que sur un contexte playoff et avec l'équipe qui n'est pas super bonne en défense, il va pouvoir trouver sa place et des bonnes minutes et de l'adresse pour aider cette équipe à mettre des points. Thomas, on a des infos un peu sur. Ouais. Tu veux peut-être prendre des commentaires, mais on a eu quelques petites infos autour d'Evan et qui peuvent expliquer ses performances du moment. Il y a Malak qui dit attendre quoi, les playoffs c'est dans 2 semaines. C'est pas faux. Oui, quelques infos. Alors d'abord, on va être factuel. Evan a joué 9 matchs, 3 fois titulaire, 27 minutes de temps de jeu, il a 7,7 points, 32% au tir, évidemment pire en carrière, 29 à 3 points, je rajoute à ça presque 3 rebonds et presque 2 passes. Ouais, les infos, du coup, on est inquiet on est honnêtement inquiet pour Evan au vu de ses tout premiers matchs avec Boston, des matchs à 2 points, à 0 points, ça lui ressemble absolument pas. D'ailleurs, quand tu regardes un match, eh bien, tu sens qu'il est pas à la ramasse, mais voilà, pas à 100% dans son exécution, dans ce qu'on l'a toujours vu faire. Donc du coup, on est allé poser un peu de questions pour savoir comment il va. Il faut juste savoir qu'il a contracté donc le Covid, hein, on le sait, et que visiblement, il a quelques séquelles plutôt sérieuses et qu'en fait, il a du mal à se remettre en rythme. Alors, il est capable de jouer un match de basket, mais il est pas capable d'être à 100% physiquement. Et ça se voit. C'est vrai que quand tu as l'info, en fait, tu te rends compte sur les matchs que c'est pas lui. Donc il va lui falloir un peu de temps pour s'y remettre, du repos j'imagine, et puis que voilà, il arrive à surmonter en fait les petits soucis dus à cette maladie. Donc voilà, donc ça sert à rien de le juger sur ce qu'il est en train de produire en même temps parce qu'il n'est pas capable d'être à 100%. C'est très dur à lire. Aujourd'hui, honnêtement, sa situation c'est hyper dur à lire. Donc je lui laisse un peu de temps. Après, il y a un commentaire qui dit c'est vrai que c'est dans 2 semaines les playoffs, à raison. Mais bon, voilà, dans son cas, le Covid, c'est compliqué. Je sais pas ce que t'en penses, Erwan. Alors moi, le Covid, je l'ai eu, et je l'ai eu de la manière hard, comme on dit. Et j'ai souffert terriblement. Donc je me doute que pour revenir à très haut niveau physique, comme l'exige la NBA, c'est compliqué. Et c'est vrai que de toute façon, ce qui me rassure,
c'est qu'on reconnaît pas le vrai Evan. Il y a 4 mois avant qu'il soit tradé, on disait qu'il faisait sa meilleure saison en carrière, qu'il était quasiment avec Vucevic, il se partageait l'option numéro 1 du Magic. Et donc évidemment, on reconnaît pas Evan dans ce qu'il est, c'est-à-dire, je vois dans les commentaires, il garde même plus le panier et tout. Et c'est vrai que quelque part, quand tu es comme ça, à l'opposé de ce que tu es, c'est que physiquement, t'es pas revenu à 100%. Surtout que c'est un joueur qui fonctionne à la confiance et qui n'a pas peur de regarder le panier. Il n'empêche. Sachant que et Tatum et Westbrook ont eux aussi eu le Covid et ont eu du mal. Et dans le chat, là, on est en train de nous dire que Tatum a même un appareil respiratoire avant match. Donc les mecs ont des séquelles bien plus graves que ce qu'on voulait nous laisser croire que c'était pas si grave, quoi. Complètement. Il n'empêche que j'ai envie de revenir un petit peu côté terrain et de me dire, on était curieux quand Evan a signé chez les Celtics, de se dire, bon, est-ce qu'ils ont besoin de ça? Evan, on sait qu'il met des paniers, est-ce qu'il va avoir les ballons? Il y a quand même des mecs devant lui sur des postes à peu près les mêmes, voire similaires, qui aiment bien la gonfle, qui mettent des pantons. Est-ce qu'en fait, c'est un effectif, une équipe qui est faite pour lui? Est-ce qu'il y a de la place, en fait, réellement pour lui? Oui, moi je pense qu'il y a toujours de la place pour les bons joueurs. Alors oui, il a clairement le même profil que Jaylen Brown et Jason Tatum en attaque, mais c'est pas un souci puisque l'accumulation de bons joueurs, ça se fait. Hein. Je sais pas, les Warriors, ils ont un problème avec les problèmes de Durant et tout ça. C'était un peu plus équilibré. Oui, mais il n'empêche que tout le monde était capable de prendre 30 tirs par match. Donc moi je pense pas que ce soit un souci. De toute manière, moi je pense il a une fin de saison à jouer et il est en fin de contrat. Donc si ça matche pas, bah il fera autre chose. Ouais, c'est ça. Et puis après, je pense pas qu'il soit là pour prendre 30 minutes, mais 30 tirs, excuse-moi, mais c'est surtout pour arriver en sortie de banc, idéalement si tu as tout l'effectif et qu'il n'y a pas de blessés, en sortie de banc et amener des points donc dans un profil un petit peu différent, parce que c'est vrai que c'était un peu le franchise player du côté de la Floride, mais là moi je pense que tu vois, il sort du banc, il joue ses 15, 20, peut-être 25 minutes dans les bons soirs, il prend ses 10 tirs et on espère qu'il aura de l'adresse, qu'il va pouvoir écarter la défense, et puis voilà, c'est dans ce rôle-là qu'on l'attend. Ouais. Hein. Et dans une équipe au complet, pour les Celtics, il ferait pas tâche en sortie de banc. Hein. Ouais, complètement. Donc ça fait quand même un joueur de talent pour driver un seconde minute qui est bien rincé. Ok, Evan est en fin de contrat. Je vais poser une question à laquelle je vais répondre en premier. Je ne le vois pas une seconde re-signer là-bas là, cet été. Et ça, quelque part, c'est une situation aussi un petit peu bizarre. Je me dis, comment alors que tu étais installé, on se souvient qu'il avait ce qu'il a dit en partant sur la ville d'Orlando, comme il était bien là-bas, comme il était attaché à la ville, à la franchise, son fils est né là-bas. Tu bouges de cette franchise-là, mais en te disant qu'il y a finalement très peu de chances que tu y restes plus de 6 mois. Comment te projeter, comment t'installer? Et en plus, il y a le Covid qui s'en est mêlé. Moi, je reste persuadé que c'est un effectif, même si on lui donne des tirs, qui est pas dessiné pour lui, avec des... voilà, en fait, c'est une situation de merde. Ouais, t'as raison. Tu le vois, toi, ce Non, je pense pas. Je pense que c'était un besoin là pour cette année pour Boston. Ils voyaient qu'ils pouvaient peut-être pas récupérer autre chose qui pourrait peut-être un peu mieux fitter. Ils sont restés avec Fournier, qui reste quand même une très bonne option parce que c'est un très bon joueur NBA. Après, je m'inquiète pas pour lui. Hein. S'il ne re-signe pas à Boston, il y aura des équipes qui auront quand même du cash à lui passer. Et c'est un joueur talentueux qui met des points. Et ça, on en a besoin dans beaucoup d'équipes NBA. Et on rappelle qu'ils l'ont allé chercher pour rien. Hein. Ouais, un deuxième tour de draft. Hein. Donc bon, c'était un risque à prendre pour rebooster une saison déjà décevante à la trade deadline. Voilà, ils l'ont pris. Ça se passe pas très bien pour l'instant. On est plutôt côté flop. Maintenant, il y a des playoffs à jouer. Et les Celtics nous ont surpris plusieurs fois ces dernières années. C'est vrai, mais de moins en moins. Et enfin, si je peux faire. Il y a Gone, je prends ce commentaire, il est intéressant. Gone 2104 qui dit Evan a pour moi un rôle bâtard pour la NBA actuelle. À part en 6e homme, il n'a pas le niveau pour être un des 2-3 meilleurs scoreurs d'un contenders. Il n'est pas assez fort en défense pour être 3&D, comme sont maintenant tous les joueurs hors franchise player en NBA. C'est intéressant. Mais je crois que même lui, il est au courant de ça. Que dans une équipe qui joue le titre, il pourrait pas être dans les 2 premières options. Je crois qu'il est au courant de ça. Après, il n'empêche, comme tu disais tout à l'heure, Evan, mets-lui 2-3 systèmes, mets-le un peu en confiance, et en sortie de banc, l'idée un second unit, il peut faire kiffer. On a l'impression qu'on banalise presque un petit peu ce que fait Evan, d'être capable de mettre 18 à 20 points par match en NBA. Je suis désolé, non, ça reste une énorme qualité. Et et Evan, ce qu'il veut, et on le connaît, il le répète, il le dit haut et fort, c'est gagner à tout prix. Evan, oui, peut-être qu'il retrouvera même jamais, on va dire, le rôle qu'il avait au Magic. Mais en tout cas, s'il se retrouve dans une équipe qui joue les playoffs chaque saison avec avantage du terrain, qui joue le titre et qui met moins de points, je pense qu'il sera plus épanoui. Ouais, je suis d'accord. Et je pense aussi qu'il a une revanche personnelle, et peut-être qu'on ne le voit pas assez, à prendre sur les playoffs en eux-mêmes. Parce que sur les 2 dernières années où il est sur un premier tour où il se tape à chaque fois des grosses équipes et des grosses défenses, il a un petit peu galéré.
notamment en termes d'adresse. Et je pense que découvrir les playoffs dans un autre rôle, non pas en étant l'attaquant qui est ciblé par les défenses adverses, ça peut que lui faire du bien. Et je pense qu'il sera très motivé à l'idée d'attaquer les playoffs du côté de Boston. Bon, en tout cas, on espère qu'Evan finira bien cette saison avec les Celtics et ça va être très intéressant de voir l'avenir d'Evan Fournier cet été notamment. Donc on rappelle qu'il est free agent et surtout on attend de voir Evan aux Jeux Olympiques. Nous, c'est ça qui va nous intéresser. Et donc il arrive en forme aux JO. Et qu'il arrive en forme aux JO.